Sur les hauteurs du Semnoz, au-dessus d'Annecy, Mélanie court 2 à 3 fois par semaine. C'est raide et escarpé, exactement ce qu'il lui faut. Le goût de l'effort, c'est son truc. C'est hyper apaisant. Alors, moi, j'ai toujours adoré courir avec des amis avec qui je partage cette passion. Mais j'adore être seule aussi, en fait. C'est sympa aussi de courir seule et de pouvoir profiter du calme de la nature, de se retrouver un peu face à soi-même, ça permet de se ressourcer. Des courses, elle en a gagné, Mélanie. Seule ou avec son mari, Gaël. Je me suis mis à la course à pied vraiment vers 18-20 ans, je pense. Et puis après, j'ai rencontré Gaël, j'avais 24, 25, je ne sais plus très bien. Et là, on s'est mis à courir beaucoup tous les deux, à s'inscrire sur des courses, à participer ensemble à des trails. Et puis surtout, c'est notre mode de vie, quoi. Moi, j'ai besoin de ça à la semaine, j'ai besoin de ça le week-end. Ça fait partie de mon équilibre. Mélanie ne courra plus avec Gaël. Il est mort l'année dernière, tué par un chasseur à quelques mètres de là. Un promeneur tué dans un accident de chasse en Haute-Savoie. La victime randonnait avec sa femme au pied du Semnoz sur la commune de Quintal. Le chasseur est en garde à vue. On y revient dans un instant. Ça s'est donc passé au pied du Semnoz à Quintal. 5 décembre 2015, on est parti courir avec mon mari, avec Gaël, le matin. On a croisé un premier chasseur, donc on savait qu'il y avait une chasse... qu'il y avait des chasseurs dans le coin, mais bon, on nous a absolument rien dit. Et puis quelques mètres plus loin, en fait, il y a eu un énorme coup de feu qui m'a frôlé l'oreille d'abord et qui a atteint mon mari, qui s'est écroulé derrière moi. Et ce jour-là, je perds l'amour de ma vie, le père de mes enfants, le père de mes filles. Donc oui, c'est la vie qui bascule, oui. Si les règles de sécurité avaient été respectées ce jour-là, Gaël serait encore en vie. Dans une lettre publiée sur Facebook, Mélanie détaille les circonstances de l'accident. Nous avons croisé un chasseur à qui nous avons dit bonjour. Il n'a pas répondu. Nous parlions fort tous les deux. J'étais habillée en rose et bleu. La route était dégagée. Mon mari mesurait 1,82 m. Il n'avait rien d'un sanglier. Le document est lu presque 3 millions de fois. L'accident touche d'autant plus de monde que 2 mois plus tôt, c'est un étudiant de 20 ans, Samuel Rinaudot, qui est tué par un chasseur, en Isère cette fois-ci. Cyclistes, promeneurs, trailers, des voix s'élèvent pour changer les règles en montagne. Ça fait des années que nous alertons les pouvoirs publics sur les dangers de la chasse. Et ça fait aussi des années que nous demandons un 2e jour de non-chasse en Isère, qui soit fixé le dimanche ou alors le samedi. Dans l'intérêt des chasseurs, dans l'intérêt des promeneurs, dans l'intérêt de tout le monde, il faudrait qu'on ait un accord, une réglementation pour que les week-ends, on fasse des choix. La famille du jeune Samuel restera discrète. Mélanie, elle, choisit de se battre pour en finir avec les accidents de chasse. Il y a le choc, bien sûr, et puis ensuite, on avance, parce qu'on n'a pas trop le choix, en fait. Soit on avance, soit on s'écroule, donc moi j'ai décidé d'avancer. Avancer, c'est faire en sorte que personne ne revive ce cauchemar-là. 3 semaines après la mort de Gaël, une manifestation est organisée à Annecy. La jeune mère de famille est reçue par le préfet, le point de départ d'un dialogue étonnant et fructueux avec les chasseurs. Il sera mené en coulisses, en toute discrétion. Pas simple quand on connaît l'animosité entre les uns et les autres. On les entend, les chasseurs, on les voit et bon, chacun sa pratique, mais on n'aime pas être avec ce genre de personnes. Des fois, ce n'est pas nous les fautifs, c'est les gens qui sortent de n'importe d'où. On a presque peur, le mot était un peu fort, mais on a peur quand on rencontre en fait une zone de chasse.
et on me traite d'assassin. J'en souffre un peu, oui, les collègues aussi, parce qu'on nous accuse d'assassins, on passe, on se fait maltraiter. On n'est pas à l'abri d'une balle perdue. Instinctivement, à chaque fois que je tourne un virage, j'y pense et je suis stressé pendant cette période. Dépasser les clivages et les tensions pour mieux cohabiter. La Haute-Savoie en est-elle capable? La persévérance de Mélanie va payer. Les chasseurs vont s'impliquer. On devait, par rapport à ce qui s'était passé, réfléchir à ce que nous pouvions faire. Et moi, ce que je ne voulais pas, c'est que par le manque de réflexion et d'implication de la chasse en général, je ne voulais pas que le préfet soit amené à prendre des décisions sans la concertation que nous avons demandée dès le départ. On a fait en 2 mois pas loin de 40 réunions dans le département. Pour vous dire l'implication de la chasse dans ce domaine-là. Cette réflexion aboutit quelques mois plus tard à une petite révolution. Début juillet, le préfet présente de nouvelles règles de partage du territoire entre promeneurs et chasseurs. Du jamais vu. Nous avons défini ce qu'on appelle les zones rouges. Les zones rouges, ce sont des endroits où on ne chassera plus. Dans les secteurs les plus fréquentés du département, à proximité des villes, la chasse est désormais interdite sur presque 2500 hectares réservés aux promeneurs. Le partage ne s'arrête pas là. En zone périurbaine orange, sur plus de 22 000 hectares, la chasse sera interdite le dimanche après 11h30. Jamais jusqu'ici des chasseurs n'avaient renoncé à leur loisir une partie du week-end. Le territoire est réduit, certes, mais c'est un premier pas. Difficile de faire plus. Les chasseurs sont aussi des gens qui travaillent la semaine et qui ont besoin d'assouvir le sport le week-end. Donc il fallait trouver un juste compromis et nous l'avons trouvé dans ces zones périurbaines en disant on ferme la chasse à 11h30, ça permet le matin jusqu'à 11h de chasser et après il n'y a plus d'armes. Les chasseurs s'engagent aussi à mieux communiquer et à former les 3000 chefs d'équipe du département à la sécurité. Il faut faire vite, il reste 2 mois avant l'ouverture de la chasse. Salut, comment vous allez? Objectif quasiment atteint début septembre. Bonjour. Bonjour, le bon à compléter à nous rendre à la fin de la session. Ce soir-là, bon gré mal gré, plus de 200 chefs d'équipe ont rendez-vous. Il faut bien le reconnaître, les nouvelles mesures prises par la fédération ont braqué certains pratiquants. On nous oblige à aller faire des formations parce qu'apparemment on est très dangereux. Faire formation pour les battus. Enfin des formations pour les battus. Il y a un moment on arrêtera de chasser, c'est tout. On piquer, on ira ailleurs. C'est ce que je trouve dommage. Ça va se perdre, petit à petit ça va se perdre. Qu'ils fassent une formation suite à l'accident, là je peux comprendre, à la rigueur. Mais après, parce qu'il y a un accident, on n'a pas à nous interdire de chasser un dimanche après-midi. Parce qu'aujourd'hui c'est un dimanche, puis dans 2 ans c'est le dimanche complet. Là. C'est sûr, les changements, ça fait peur. Mais dans leur grande majorité, les chasseurs y voient quand même un intérêt. Il y a encore des accidents et si on pouvait les éviter, ce serait bien, quoi. Puis il y a des fois, on se dit que ça passe pas loin quand même, au niveau des accidents. Un dramatique accident de chasse est survenu sur le massif de Semnoz au mois de décembre, à quelques mètres d'ici. Cet événement terrible nous a tous très profondément affectés. Il nous a rappelé douloureusement qu'il n'y a pas de fatalité, que seul le respect implacable des règles de sécurité et une prise de conscience de tous les instants sont le gage d'un exercice serein de la chasse. La saison dernière en France, 10 personnes sont mortes dans des accidents de chasse. C'est moins que les années précédentes, mais c'est encore trop. C'est identifier formellement le gibier avant de tirer. Vous avez vu, en fait, sur les accidents mortels qu'il y a eu en France l'année dernière, le tiers, je crois qu'il y en a eu 3 sur 10, si je ne me trompe pas. 3 sur 10 parce qu'en fait, le chasseur n'avait pas identifié son gibier. Et donc, du coup, il a tiré un petit peu, comme ça, approximativement. Et résultat, derrière, il y a eu un accident. Il y a eu un accident surtout mortel, quoi. Et pour étayer le propos... Ça y est, les voilà. Bernard tire. Il l'a touché, c'est sûr, il l'a vu tomber. Un film dernier cri sur la psychologie du chasseur. La peur de rater. Cette pression peut générer un phénomène hallucinatoire qui fait prendre pendant 1/10 de seconde n'importe quelle forme ou mouvement pour le gibier attendu. J'ai failli tuer mon petit garçon. Certes, le film n'est plus tout jeune, mais il a le mérite de rabâcher les règles élémentaires de sécurité.
Vêtements fluorescents, armes déchargées jusqu'à la dernière minute. Dans le département plus qu'ailleurs, on sait qu'il faut être exemplaire. Les forêts sont très fréquentées. Comme je l'ai dit, éviter de fuir. On ne peut plus chasser comme avant. Avant, des trailers, par exemple, on en rencontrait très peu. Aujourd'hui, quand on va à la chasse, par exemple, des fois à 4h du matin, quand on chasse chez moi à 4h du matin, qu'il fait nuit, on rencontre des gens avec des lampes frontales qui sont en train de courir dans les montagnes. Donc voilà, ça c'est la réalité quotidienne de la Haute-Savoie. Manu, t'as ton permis? Allez, hop, on y va. Et tu seras numéro 5, Jeannot. Bien. Merci. Chaque année à l'ouverture, les mêmes paperasses administratives. Il faut signer le carnet de battu, vérifier les permis et les assurances en cas de contrôle. On aura du sanglier là, et principalement du cerf dans les grandes herbes. Moi, Momo, il va monter avec moi, on va monter très haut, on va monter. C'est Zizi qui fait la ligne. La zone de chasse sera celle-ci, donc elle est identifiée par les postes en bleu, le dernier poste là en rouge. Donc les consignes de sécurité pour la journée de chasse, qui sont comme d'habitude, ne tirer un animal que parfaitement identifié et s'assurer que son tir est sans danger. Effectuer un tir fichant à courte distance. Un tir fichant, dirigé vers le sol. Ne jamais tirer en direction d'un chemin, route, véhicule, piste cyclable ou lac. Cette année, les chasseurs de Saint-Joriot sont équipés de talkie-walkie. Merci messieurs et bonne journée. Celui qui tue quelque chose ou qui blesse quelque chose, il l'annonce. Quelque chose d'anormal à la traque, des ramasseurs de champignons, des promeneurs, n'importe quoi, des vététistes, il l'annonce. On ne fait pas un roman, c'est vraiment pour la sécurité. Allez, c'est parti. Un à un, les hommes prennent leur poste dans la battue. Sois prudent, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Hein? Allez, on continue. Une fois installés, interdiction de bouger. Donc quand on se met au poste, on regarde où on doit tirer et surtout où on peut tirer. Voilà, mesure de sécurité. Donc bien entendu, interdit de tirer dans les chemins. Hein, toujours tirer donc là moi je suis bien puisque j'ai une butte en face de moi, donc j'ai un tir fichant, donc et puis là j'ai un chemin, donc je tire pas, et après en bas on a les bois, donc on peut tirer, on n'a pas de chemin. Le gibier n'est pas loin. On voit très bien le pied, mais on voit bien les deux gardes derrière. C'est un très beau sanglier, donc il descend. Celui-ci c'est nettement plus frais, ça c'est pas vieux par contre. C'est plus petit celui-là. Denis et Zizi, vous êtes prêts? Ok, début de track. On est parti. Traqué par les chiens, le gibier s'affole et prend la fuite. Réaction fatale. Non, c'est pas moi, ça va être Mohamed. Premier trophée du jour, un sanglier. Félicitations, c'est bien Momo. Ouais. J'ai bien identifié là-bas. Donc c'est tirable, même. Un beau tir. Une balle de cœur. Un beau net. tir, c'est bien, bravo, félicitations. Voilà. En ce dimanche d'ouverture, notre équipe de chasseurs a un comportement modèle. Un faon et un sanglier abattu sans prise de risque. Enfin, presque. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. C'est en tout cas ce que pense Mélanie Lavie. Sans relâche, elle poursuit son combat. Ce qui me tient à cœur, c'est qu'il n'y ait plus personne qui revive ce que je vis et ce que notre famille vit. Ce qui me tient à cœur, c'est de pouvoir faire en sorte que des familles, des randonneurs, des sportifs ne se demandent pas s'ils sont en sécurité ou pas. Ce qui me tient à cœur, c'est que mes filles puissent se balader dans le Semnoz sans se poser de questions. Et ce qui me tient à cœur, c'est que, voilà, que cet accident serve au moins à d'autres. Voilà. Ce jour-là, la jeune femme a rendez-vous à la Fédération des chasseurs pour évoquer une autre initiative au Savoyarde. Bonjour madame, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va. Depuis l'ouverture de la chasse, une application smartphone permet de connaître les zones et les jours de chasse, commune par commune.
On a eu des retours positifs sur le fait que cette application existe. Et ça, c'est déjà un pas énorme pour nous tous. Pas question pour autant de se contenter de ce premier pas. Cordiale, mais déterminée, Mélanie voit toujours plus loin. Je pense que si demain l'application permet à des promeneurs de se géolocaliser ou à des chasseurs de géolocaliser, eh bien effectivement, les randonneurs peuvent se promener en zone qui n'est ni orange ni rouge, mais en toute sécurité. C'est-à-dire, voilà, c'est ce pas-là aussi. Après, moi, je suis d'accord, on va perfectionner l'outil le plus possible. Mais après, à un moment donné, on ne peut pas aller trop dans le détail non plus. Et on a aussi investi, excusez-moi, on a aussi investi pour que ça se réalise cette année. Donc à un moment donné, on ne peut pas aller plus vite que la machine. Non, Voilà. mais par contre, il faut continuer à la travailler. Bien sûr. Maintenant, vous avez un gilet. L'information, la communication auprès des usagers de la montagne, c'est le point clé de la sécurité. Voilà. Et même, c'est très pratique dans une voiture. Il y a encore un gros chemin à faire et j'espère qu'on y arrivera. Non, je ne vais pas lâcher. non, je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas lâcher, mais bon, ils sont... voilà, je pense qu'ils ont envie aussi d'avancer et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Il y a encore du chemin à faire, pour les autorités aussi. Que se passe-t-il pour ceux qui ne respectent pas les règles ? La date a été tenue secrète jusqu'à la dernière minute. Gendarmes, policiers de la chasse et de la faune sauvage et agents préfectoraux ont rendez-vous pour une opération de contrôle d'envergure. Donc, je rappelle que les principes du contrôle de ce matin sont les nouvelles dispositions prises cet été, avec bien sûr le respect des zones rouges, donc c'est l'interdiction totale de chasse aujourd'hui dimanche, et puis respect de la zone orange, c'est-à-dire qu'à partir de 11h30 normalement, l'action de chasse doit être arrêtée. C'est des réglementations qui sont nouvelles, donc on est dans une phase de pédagogie aujourd'hui. L'idée c'est que les chasseurs et les autres, le public puissent voir que les agents de contrôle sont sur le terrain. Une intervention pédagogique. Pourtant, sur le terrain, notre caméra n'est pas la bienvenue. À la dernière minute, la préfecture nous refuse accès au contrôle. L'opération est délicate, nous dit-on. Nous pourrions la perturber. Surprenant quand on sait que toute l'année, cette même préfecture invite les médias au contrôle routier ou sanitaire. Les chasseurs sont-ils une espèce plus protégée que les autres ? Ils ne risquent pourtant pas grand-chose. Pour absence de vêtements de couleur vive ou absence de panneaux de signalisation, 135 € d'amende. Pour non-respect des zones de non-chasse ou tir en direction d'une habitation ou d'un chemin, la contravention n'est qu'à 17 €. Plus surprenant encore, il n'existe pas de délit de port d'armes en état d'ivresse. Quand vous conduisez votre voiture, vous êtes soumis à un certain nombre de règles, et notamment ne pas être sous imprégnation alcoolique. Vous pouvez chasser en état d'imprégnation alcoolique massif, personne ne va rien vous dire. Ça, c'est des anomalies totales, donc il devrait y avoir les mêmes sanctions que pour les automobilistes. En cas de comportement déviant, le préfet a toutefois les moyens de suspendre un droit de chasse. Sur les 8000 pratiquants au Savoyard, un seul a été suspendu cette saison. Malgré ces failles, la Haute-Savoie reste un territoire pilote. Dans le département voisin de la Savoie, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, c'est jour de manif à la Motte-en-Bauge. Il s'appelle Dréméo, c'est un poulain qui est né à la maison. Et derrière, c'est Lucky, le copain depuis toujours de Trésor qui a été tué. Donc voilà, il se retrouve tout seul. Donc maintenant, voilà, c'est moi qui vais m'en occuper tout le temps. Lucky est seul, car 2 semaines auparavant, un chasseur a confondu son camarade de pré avec une biche. Ce chasseur, nous l'avons rencontré. Il est formel. Je vois la partie supérieure d'un gibier. Celui-ci, de par sa taille, sa forme, sa couleur gris-marron, correspond à une biche. Le volume que je vois correspond à une biche, madame. Ça ne correspond pas à un cheval. Il assure avoir tiré sur une biche, mais avoue dans le même temps ne pas avoir vu la tête et les pattes de l'animal. Il faut bien se rappeler que le cheval se trouvait sur la piste forestière. C'est là un endroit où la piste forestière est encaissée et seul le dos du cheval dépassait du talus. Comment identifier un animal quand on ne voit que son dos ? Erreur de débutant.
Souvenez-vous. C'est identifier formellement le gibier avant de tirer. Plus inquiétant encore, le témoignage de ce chasseur. Le chasseur en question qui a fait la grosse erreur de tir, quand j'ai su son nom, ça m'a pas étonné du tout. Voilà, cette personne, elle n'a pas à avoir une arme. Par contre, au jour d'aujourd'hui, l'arme, elle l'a encore. Il n'y a rien de fait. Il a toujours son permis de chasse et il a toujours son arme chez lui. Le chasseur dont nous parlons encourt 750 € d'amende et un retrait de permis. Traumatisé, il a de son propre chef arrêté de chasser. Mais en attendant qu'il soit jugé dans les prochains mois, ni la préfecture, ni la gendarmerie, ni même le parquet, personne ne lui a retiré son permis ou ses armes. C'est ce que dénonce ce jour-là la centaine de manifestants du village savoyard. Tous, on aimerait bien pouvoir faire changer un peu les choses, que des lois soient instaurées, qu'il y ait un peu le tri dans certains chasseurs, que pas n'importe qui puisse partir avec des fusils comme ils font maintenant en fait. Changer les lois, on en est loin. Alertée par ses administrés, la députée socialiste de Savoie, Bernadette Laclais, a bien tenté de saisir le ministère de l'Environnement. Les préfectures de France ont été invitées à s'inspirer du modèle haut-savoyard. Mais la démarche s'arrête là. Pas question pour l'élu de se mettre à dos les chasseurs. Je crois plus, dans le cas présent, si vous voulez, à la force de conviction des acteurs de terrain qui se connaissent et qui peuvent se parler, plutôt qu'à une proposition de loi qui pourrait dresser les uns contre les autres. Et moi, je ne suis pas là pour stigmatiser ni les uns ni les autres. Beaucoup plus explicite, les représentants nationaux des chasseurs. L'idée de dupliquer le modèle haut-savoyard ou seulement d'instaurer des zones de non-chasse dimanche après-midi n'est même pas envisageable. Ce n'est pas un modèle du tout, c'est un cas particulier. Moi, je ne le souhaite pas que ce cas soit amené à être transposé dans d'autres départements en France. On est sur un cas unique, sur quelque chose de très particulier qui s'est passé, un drame sans nom. De ce côté-là, malheureusement, il n'y a aucun problème, c'est un drame sans nom, mais en aucun cas nous souhaitons dupliquer ce genre de choses. On a un département qui est très beau, on a un département qui est proche de Genève, ce qui veut dire que nous avons une grosse activité touristique et que nous avons une forte évolution démographique. Ça veut dire qu'on a inévitablement un territoire qui s'amenuise, ce qui n'est pas le cas dans d'autres départements français où la population diminue, etc. Donc les problèmes sont complètement différents. Complètement différents ? Pas vraiment. Les départements voisins de la Savoie et de l'Isère sont eux aussi en forte croissance et les forêts très fréquentées. Mais là-bas, il n'y a pas de Mélanie Lavie pour bousculer les habitudes. Moi, je ne vais pas tarder à aller à la course famille. La vie des cimes, c'est le nom qu'a choisi Mélanie pour la course qu'elle organise en mémoire de son mari, 1 an jour pour jour après sa disparition. Ne te laisse pas impressionner par ces beaux gosses. Ah mais il y a un très gros niveau là, on est très impressionnés. Il y a tous les meilleurs de France qui sont là et on va essayer de donner le maximum. Vous êtes 500 coureurs aujourd'hui. Vraiment un grand merci très sincèrement à tous pour cette première édition qu'on aurait aimé jamais organiser. À l'arrivée, présence discrète de représentants des chasseurs invités par Mélanie. Un symbole fort, signe qu'ici, le chemin parcouru en 1 an est important. Quand on se place du côté des utilisateurs de la montagne, on a l'impression que c'est un petit pas. Quand on se met du côté des chasseurs, parce qu'on a pu être en contact direct avec eux, on se rend compte qu'ils ont fait de très gros efforts pour sortir d'un système qui était en place depuis de longues années. Nous, on a à cœur de continuer à avancer, de mettre des actions au quotidien
pour que justement on puisse partager la nature dans le consensus et en bonne entente. Mélanie, elle, restera vigilante et ne se contentera pas de beaux discours. Si les règles de sécurité avaient été respectées, il n'y aurait pas eu de drame il y a un an. Et voilà, mon projet c'est ça, c'est de travailler avec la fédération pour que les règles soient respectées, que les chasseurs les acceptent, que nous on accepte aussi qu'on accepte et qu'on connaisse aussi les règles de chasse. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mener ensemble. À elle seule, la jeune femme a déjà déplacé des montagnes. Vous avez tous aujourd'hui une part de Gaël en vous. Bravo Claire. Et ça c'est top.